Donc, bienvenue euh, à ce moment de débat sur l'industrie automobile, la voiture électrique, enjeux écologiques et géostratégiques. Notre invité est Fabien Gache, il va se présenter, syndicaliste, qui a été longtemps représentant syndical dans les instances des usines Renault, du groupe Renault plutôt. Euh, et donc, c'est à l'invitation de la Fondation Gabriel Péry et de la revue La Pensée. Je vous dis simplement qu'à la fin de l'été, nous publierons un dossier sur le monde selon Trump, Musk, etc., qui comprendra un autre article d'Esteban Evrard sur la situation de Tesla, etc. Mais du coup, aujourd'hui, on a un apport différent avec Fabien. Et je te laisse te présenter en détail. Oui, N'oublie pas d'allumer le truc, c'est ouvert, c'est bon, c'est ouais, bon. normalement C'est c'est bon. ouvert, c'est bon. Donc moi c'est Fabien Gache, j'ai été délégué central, enfin, je suis de l'usine du Mans. Pour ceux qui connaissent pas, l'usine du Mans, c'est la plus vieille usine aujourd'hui de Renault, après celle de Boulogne-Billancourt qui a été fermée, comme vous le savez, en 95, une usine de mécanique. Et j'ai donc été dans différentes fonctions syndicales, notamment secrétaire de mon syndicat et comme délégué central de la CGT du groupe Renault jusqu'en 2020. Je suis en retraite depuis, donc je suis un ancien, quoi, voilà, comme diraient mes camarades du syndicat. Alors, d'imaginer, en tout cas, d'essayer de penser à ce que pourrait être une autre industrie automobile française et européenne, je pense qu'il est quand même nécessaire d'apporter quelques éléments de compréhension sur le modèle économique qui peut dire a pris une autre forme à partir des années 90 et qui est toujours en cours, bien qu'il y ait l'électrification des véhicules. Bon, l'industrie automobile aujourd'hui, chacun le sait, hein, et pas spécifiquement française, hein, particulièrement européenne, est confrontée depuis quelques décennies à un déclin structurel lié à plusieurs facteurs. Je ne serai pas exhaustif, bien sûr, mais d'abord lié à des pressions continues sur les coûts et les marges, avec une mise en concurrence accrue des travailleurs des différents pays européens, mais c'est aussi vrai à l'échelle internationale, hein, qui a mené à des politiques à la fois de délocalisation, d'externalisation, et principalement dans les usines de montage, de précarisation du travail. C'est aussi une montée en gamme. Alors, c'est monter en gamme à la fois des véhicules thermiques, mais ça l'est également avec l'électrification. Et donc des véhicules toujours plus gros, plus puissants, plus chers, et bien sûr toujours plus inaccessibles pour une part croissante des populations. C'est avec, évidemment, mais j'y reviendrai, un affaiblissement du marché du neuf, où le marché de l'occasion aujourd'hui est de très loin le plus gros marché automobile. Alors c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi en Europe, hein. C'est la concurrence mondiale croissante, mais ça, je crois que vous en avez entendu parler, notamment avec l'Asie et particulièrement la Chine. Et puis c'est quand même, pour des raisons aussi sur lesquelles je reviendrai, un faible niveau d'innovation, notamment et comparativement, notamment avec la Chine, par exemple, et pas seulement d'ailleurs sur la question de la batterie. Alors, outre la mise en concurrence des travailleurs, c'est aussi une mise en concurrence des États, des régions, voire des institutions locales. Alors, pour la France, c'est vrai pour les municipalités dans certains cas, pour obtenir des subventions publiques. Avec l'électrification du parc automobile, nous assistons, je pense, à une mutation systémique qui déplace les dépendances. On passe du pétrole au minerai, notamment pour l'énergie, mais pas que, hein, c'est aussi vrai pour l'électronique du véhicule, et puis qui recompose évidemment les rapports de force industriels, géopolitiques, et qui devrait normalement, en tout cas je le pense, conduire à repenser les modèles de mobilité dans leur ensemble. Mais avant de détailler davantage chacun de ces points, je pense d'abord utile de dire quand même quelques mots sur la stratégie politique patronale mise en œuvre dans les entreprises. C'est vrai en France particulièrement, mais c'est aussi vrai au niveau européen, et qui vise au renforcement du pouvoir du capital. En fait, le pouvoir patronal amplifié au plus près des usines, et pas simplement d'ailleurs des usines, c'est aussi vrai pour l'ingénierie, évidemment avec une visée d'atteindre des objectifs de rentabilité. Je pense qu'il faut mesurer que les formes d'organisation du travail qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas neutres. Elles résultent de choix politiques construits méthodiquement par les directions d'entreprise, grosso modo chez Renault depuis les années 80, qui sont dans le sillage des élites économiques américaines, et notamment ceux qui ont prôné le néolibéralisme depuis maintenant les années 80.
L'objectif, c'est de casser les collectifs de travail, d'isoler les salariés, neutraliser l'intelligence collective. Et concrètement, ça veut dire empêcher les gens de penser ensemble, de s'organiser, de débattre de leur travail. Et lorsqu'il n'y a pas de pensée individuelle et collective, finalement, il n'y a pas d'action. Mais ça, je pense qu'on pourra y revenir dans la discussion. Et puis en parallèle, c'est aussi l'imprégnation de l'idée d'un marché sacré ou divin, inquestionnable, qui décide de tout, des objectifs, mais c'est aussi vrai dans le quotidien des travailleurs. Et quand je dis travailleurs, j'englobe toutes les catégories professionnelles, y compris les ingénieurs. C'est vrai pour les méthodes, c'est vrai pour les rythmes de travail et bien évidemment des organisations du travail. Alors, ce management du marché droit réduit le salarié à, à un simple exécutant, pardon, sans autonomie, sans créativité, privé de toute reconnaissance. Et le travail devient une suite de tâches fragmentées, déshumanisées. Le résultat, c'est une perte de sens, c'est de la souffrance psychique, physique aussi, hein. C'est l'explosion de la précarité. Pour donner un ordre d'idée, dans les usines de montage, en France, on a atteint des 80% à peu près d'intérimaires sur les lignes de montage et dans les usines de mécanique, c'est à peu près 50%. Et dans l'ingénierie, il faut savoir que c'est une grande partie, voire dans certains cas, plus de 50% de prestataires qui eux-mêmes sont dans des petites entreprises. Et donc, bien sûr, perte de sens, je l'ai dit, désespérance, et qui, bien sûr, mais là, je pense, et au bout du compte, c'est quand même la dépolitisation des travailleurs, hein, sur leur capacité précisément à avoir un regard politique sur les choses, et qui conduit à la désespérance. Et on y reviendra peut-être, c'est aussi cela qui conduit au vote d'extrême droite. Alors, c'est pas un effet secondaire. Je pense que faut le voir comme une stratégie patronale qui est d'ailleurs assumée par le patronat ou on va dire le capital plus généralement. C'est affaiblir les capacités collectives à agir, à comprendre, à résister. Et parce que c'est dans le dialogue, dans la coopération, dans la confrontation que les salariés retrouvent leur pouvoir d'agir et donc leur place dans la démocratie, que les collectifs de travail ont été explosés, pour le dire de manière un peu synthétique mais simple. Or, pour qu'un citoyen puisse participer à la vie démocratique, encore faut-il que sa parole ait du poids dans son travail au quotidien, que ses valeurs puissent être prises en compte dans l'organisation même de l'entreprise. Et c'est pourquoi le droit syndical, la reconstruction des collectifs, les espaces de parole sans hiérarchie, ne sont pas de simples revendications sociales, à mon sens, ce sera d'abord le débat d'après, ce sont des conditions de la démocratie elle-même. Réconcilier travail et démocratie, c'est à mon sens reconnecter des gens à leur pouvoir collectif. Et ça, c'est un projet qui me semble profondément politique parce que l'exercice de la démocratie dans l'entreprise est la condition de l'exercice de la démocratie politique. Et pour une puissance sociale à la hauteur des enjeux, pour une industrie qui permette de répondre aux besoins des populations, aux besoins de tous, en y intégrant les problématiques environnementales, il y a nécessité de considérer le développement du droit syndical comme une condition et une priorité politique. Alors pour revenir sur la question des pressions continues, la mise en concurrence que j'évoquais au début des travailleurs à l'échelle européenne et mondiale est un mécanisme pour le moins puissant d'asservissement des travailleurs. Il est possible, encore qu'il faudrait mesurer, qu'en France, le capital a sans doute poussé le plus en avant les pressions sur les travailleurs, avec entre autres, et depuis une dizaine d'années, la mise en place de ce que les grandes directions d'entreprise ont appelé les accords de compétitivité. Par exemple, depuis 2013, Renault, mais c'est vrai chez PSA, c'est vrai partout, hein, impose ces accords alors dans chacun des établissements français, européens et à l'échelle mondiale, et qui vise à placer les travailleurs dans la plus grande incertitude économique. Dans cette optique, et pour espérer garder pour un temps court, parce que ce sont des accords qui ne dépassent pas 3 ans d'existence au mieux, euh, et donc le travailleur français est amené à s'aligner progressivement sur les conditions sociales du travailleur espagnol. Alors quand je dis s'aligner, c'est vrai pour les salaires, les conditions de travail, le temps de travail, etc., etc., qui lui-même est amené à s'aligner sur celles des Turcs et eux-mêmes sur celles des Roumains et enfin, pour ce qui est de Renault, celles des Marocains. Et logique qui conduit bien sûr à l'affaiblissement des conditions sociales de l'ensemble des travailleurs et à la paupérisation de chacune des nations. Ceci conduit à de nombreuses délocalisations des productions, et y compris des secteurs d'ingénierie, qui s'ajoutent aux externalisations des fournisseurs, notamment avec les plateformes partagées, etc., dont on parle moins, mais qui pourtant ont un impact assez considérable pour l'industrie française. Alors,
pour prendre, je sais pas vous abreuver de chiffres, hein, mais si on prend en France entre 2007 et 2024, la production nationale de véhicules, alors c'est essentiellement Renault pour ce qui concerne la France, c'est PSA, mais c'est aussi Toyota qui, eux, par contre, ont plutôt augmenté les volumes. On est passé de 1,35 million de volumes produits en France à aujourd'hui, pardon, de 3 millions à 1,35 million. C'est-à-dire qu'on a perdu plus de 50% de fabrication. Et dans la dernière période, c'est entre 2007 et 2019, on en a perdu 850 000. C'est-à-dire dans la période Covid, etc., qui a été un des arguments phares pour amplifier les délocalisations. Résultat, les importations d'automobiles en France ont cru de 60% en valeur depuis 2007. Alors ce chiffre-là, il vient de sortir, hein, c'est une étude dont je te parlais tout à l'heure, qui détaille, là je ne vais pas le faire parce que c'est pas ça le plus important, ce qu'il faut comprendre, c'est que là est intégrée la totalité des composants du véhicule. C'est-à-dire que c'est pas seulement le montage, hein, c'est toute la partie fabrication des pièces, les équipementiers, les sous-traitants de rang 1, de rang 2, etc., etc. Sur la question de l'emploi, depuis 2017, on en a perdu 170 000 sur les 509 000 emplois initiaux qui ont été détruits, c'est-à-dire sous l'effet des délocalisations, des fermetures, d'externalisations, etc., et quasiment 40 000 qu'on a perdus entre la période 2019-2024. Alors dans ces chiffres-là, j'insiste, hein, c'est pas que la métallurgie, c'est en amont, tout ce qu'on appelle en amont de la fabrication d'un véhicule, c'est le secteur plastique, le vecteur chimie, enfin, etc. Hein, c'est l'ensemble des activités qui sont liées à l'automobile. Alors, ce processus de mise en concurrence, et je l'ai dit tout à l'heure, est aussi mis en œuvre entre les États. L'installation ou le maintien d'une usine ou d'un centre d'ingénierie est conditionné au montant des subventions consenties par le pouvoir politique en place, mais aussi aux conditions sociales les plus attractives pour le capital. Et c'est ce qui explique particulièrement le détricotage des codes du travail, des conventions collectives qu'on a retrouvées en France, mais qu'on a retrouvées avant en Espagne, par exemple, qu'on a retrouvées en Roumanie, qu'on retrouve quasiment dans tous les pays, ou le Brésil, où j'ai eu l'occasion d'y aller à quelques reprises, où la même logique, alors je vais vous donner un exemple, Renault-Nissan, quand ils étaient encore dans l'Alliance, Ghosn à l'époque avait dit les accords de compétitivité suffiront pas, il faudrait de l'argent de l'État pour qu'on puisse maintenir l'usine de Nissan. L'État, je me souviens plus du nom, puis je pouvais pas le prononcer d'ailleurs, a dit niet, ils ont fermé l'usine, ils ont été dans l'État d'à côté qui prévoyait des subventions, je sais plus à l'époque, mais c'était 15% supérieur, je crois, hein. Donc voilà ce à quoi euh, on assiste depuis enfin depuis maintenant à peu près une trentaine d'années. Alors je pense que quand on aborde la question des subventions publiques, il faut aussi quand même préciser que, et on l'a pu le voir dans la dernière période, qu'il est quand même assez difficile, voire impossible, de quantifier les aides publiques européennes et nationales qui sont distribuées particulièrement aux plus grosses entreprises et qui, selon les sources selon lesquelles on prend à l'échelle européenne, qui sont situées à plus de centaines de milliards hein, depuis 30 ans, qui ont été consentis à l'industrie automobile. Sur la question des marges, là aussi, on en parle très peu, puisqu'on parle souvent de compétitivité. Il faudra qu'on se mette d'accord sur le contenu, sur le sens du mot. Et je vais vous donner des chiffres qui, à mon avis, sont quand même assez parlants. En 30 ans, l'industrie automobile européenne est passée d'un modèle productiviste et relativement accessible, relativement, à un modèle financiarisé et sélectif, où les constructeurs visent des marges toujours plus élevées. Et évidemment, cette évolution n'est pas sans poser de problèmes sur les questions sociales et écologiques, bien sûr, et notamment en lien avec la transition vers la voiture électrique. Là aussi, pas des milliers de chiffres. Dans les années 90, là, ce sont la moyenne des niveaux de marge des constructeurs européens. C'est pas simplement Renault, c'est la moyenne des à peu près. Dans les années 90, les niveaux de marge exigés étaient entre 2 et 4 à peu près, hein, marge opérationnelle qui était exigée pour la vie d'une usine, pour une activité donnée, etc. C'est passé à entre 5 et 6% dans les années 2000, 6 à 8 en 2020, pour arriver aujourd'hui à 10% d'exigence, voire d'avoir plus de 10% d'exigence après 2030. Alors ça, si j'ai été vérifié, c'est vrai pour tous les constructeurs européens, tous, j'ai pas eu le temps d'aller voir les Américains, mais les Européens, c'est ça, en passant par BMW. Alors Stellantis, je ne sais pas si vous avez vu, ils avaient fait 12, 14, je crois, 8 ou 12, 8 de marge opérationnelle, ils sont descendus à 8, ils ont dégagé Tavares. Bon.
La baisse des salaires, bien sûr, l'élévation de la gamme et des prix de voitures sont autant de leviers qui ont fait gonfler les marges. Hein. C'est pas simplement et l'idée, c'est pas simplement l'idée d'ailleurs, c'est le leitmotiv, c'est vendre moins, mais beaucoup plus cher. Donc, ce qui explique la montée en gamme des véhicules, toujours plus gros, plus puissants, toujours plus chers, et bien sûr, toujours de plus en plus inaccessibles pour une part croissante des populations. En 20 ans, le prix moyen d'une voiture neuve en Europe, là aussi, c'est tout constructeur confondu, hein, a quasiment doublé en termes réels, hein, c'est-à-dire en considérant l'inflation. La hausse récente, 24% en 4 ans, et là notamment du fait de l'électrification des véhicules, s'explique principalement par des choix stratégiques industriels. Là, j'ai repris, c'est pas moi qui l'écris ça, c'est dans un des rapports qui vient de sortir, qui fait le bilan de la situation de l'industrie automobile, et qui sont donc pas seulement liés à des facteurs exogènes comme la réglementation ou l'électrification. En fait, l'électrification non seulement n'a rien changé au paradigme auquel on était confronté, c'est-à-dire toujours des marges de plus en plus importantes, mais ça l'a même plutôt amplifié. Si on tient compte de justement des prix du véhicule électrique j'ai pris sur un segment de véhicule, hein, on peut même voir une augmentation qui arrive à 65% en 2 décennies, avec un prix moyen il y a 20 ans de 17 000 euros. En 2001, nous sommes passés à 28 600 euros en 2024. Ça, c'est les prix catalogue des constructeurs automobiles européens. Bon, je fais pas de dessin, les salaires, je crois pas qu'on monté dans les mêmes proportions. Et le moins qu'on puisse dire, ce qui se sait aussi beaucoup moins, c'est que les normes CO2 européennes ont poussé les constructeurs à aller toujours plus loin dans la domaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont autorisé des seuils d'émissions qui étaient plus élevés pour les véhicules plus lourds. Et le système réglementaire a incité les constructeurs, du coup, à privilégier les voitures plus importantes et plus coûteuses au détriment des modèles sobres et accessibles. Je vais vous donner juste un exemple. Pour une Mercedes, alors j'y connais rien dans les Mercedes, mais bon, une grosse voiture Mercedes, avant que je parte en retraite, fallait que la Mercedes, ça pouvait aller jusqu'à 110 grammes par kilomètre parcouru de CO2. Une petite Renault, c'était 95 grammes. Donc plus ta voiture est grosse, plus tu pouvais, enfin moins tu étais contraint. Donc tous les constructeurs se sont mis à faire des bagnoles de plus en plus grosses pour éviter les contraintes, etc., etc. Mais alors qui les a arrangées aussi pour la question de marge, hein, comme je viens de le dire. Alors le cas de Renault est particulièrement révélateur parce que Renault, comme PSA d'ailleurs, était deux constructeurs, il y en a trois en Europe avec Fiat, qui étaient des constructeurs considérés comme généralistes, hein, c'est-à-dire plutôt historiquement ancrés dans la production de voitures, on va dire populaires, enfin, etc. Et Renault a progressivement, au cours des années passées, abandonné ces petites voitures thermiques pour des voitures comme la Twingo, par exemple, qui est devenue une voiture électrique, mais qui est plus lourde d'ailleurs, et qui va coûter, ou la Mégane, qui était une voiture non pas populaire, mais qui était quand même d'un segment supérieur, mais qui là est encore beaucoup plus importante et qui va être vendue aux alentours de 40 000 euros à peu près, pour donner un ordre d'idée. Mais c'est aussi vrai pour la filiale Dacia. Vous vous souvenez, Dacia, des véhicules soi-disant pas chers. Bon, d'abord, ils étaient chers quand même, mais nettement moins chers. Ce qu'on appelait les véhicules low cost, c'était plutôt les salaires des salariés qui étaient low cost. Mais aujourd'hui, même Dacia est rentré dans la même logique, puisque Renault va fabriquer des Dacia dans ce qu'on appelle le segment C, c'est-à-dire des voitures qui vont coûter 25, 30, 40 000 euros. Volkswagen a suivi la même trajectoire, similaire. Alors bien sûr, dans un registre un peu plus haut de gamme, et puis eux, particulièrement après le Dieselgate. Et d'ailleurs, on avait vu à l'époque que les contrôles n'existaient pas et que les constructeurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient en matière de contrôle des émissions de CO2. Et dans les deux cas, les normes européennes ont conduit finalement à une transition technologique partielle, mais fondée sur une logique de montée en gamme. Hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et ce verdissement par le luxe, on peut le dire comme ça, encore que se traduit par une double impasse. D'abord écologique, d'abord parce que un gros véhicule électrique est loin d'être très vertueux sur le plan écologique. Pourquoi? Parce que c'est des grosses voitures. Sans rentrer dans les considérations techniques, mais plus les batteries, on ne sait pas les faire petites, hein, plus les moteurs sont, la puissance est importante, plus faut des grosses batteries, ben, plus faut des grosses batteries, plus elles sont lourdes. Donc ça veut dire aussi un châssis beaucoup plus lourd, enfin etc. Ça se mord la queue tout ça, et on arrive à des batteries. Donc ça veut dire aussi plus de métaux rares, ça veut dire plus d'énergie pour les fabriquer, etc., etc. Alors quand on regarde l'ensemble de tout ça, c'est-à-dire des voitures de plus en plus inaccessibles, des salaires de plus en plus bas,
eh bien, ça a un impact évident sur le parc automobile européen, mais pour tous les pays européens, hein, qui ne cesse de vieillir. Alors, j'ai pris là aussi quelques chiffres. Le parc automobile européen, la moyenne d'âge des véhicules, c'est 12 ans et demi en 2023, mais avec des pays, je prends la Grèce par exemple, où l'âge moyen c'est 17 ans à peu près hein, de voiture. Ça veut dire que globalement, ces pays-là ont des bagnoles qui sont des vieilles voitures qui, eux, ont des moteurs qui relèvent des normes européennes qui datent d'il y a quasiment 20 ans, voire un peu plus. C'est à peu près ça la réalité. Donc ça veut dire que là, le niveau de CO2 est assez considérable. Si on veut donner une image du vieillissement du parc, j'ai pris évidemment la France. Hein, c'était 6 ans, 6,6 ans en 95. Chiffre officiel, c'est 11,2 ans en 2023. Ça veut dire que sur la période, le parc automobile a vieilli quasiment de 2 fois, ce qui suffit à montrer les problématiques pour les gens d'acheter des voitures neuves et donc plus propres. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les gains sur les motorisations, parce qu'il n'y a pas que l'électrification, hein, les moteurs thermiques aujourd'hui polluent quand même beaucoup moins que ceux d'avant, eh bien, sont finalement annulés par l'augmentation du poids, de la taille et du prix, puisque mécaniquement, c'est le mot de le dire, pour l'automobile, on n'a pas renouvelé le parc automobile. Et quand on regarde les émissions réelles du CO2, en fait, elles ont que très faiblement baissé, voire même augmenté dans certains cas, malgré les améliorations technologiques. Alors, je suis allé voir sur le site de la Commission européenne. J'ai pris ça, hein, parce que je trouve que c'est assez parlant. Les émissions de CO2 ont continué à croître entre 90 et 2004. Et c'est d'ailleurs cette période-là où la montée en puissance a été la plus importante. Hein, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais en poids, je crois que les bagnoles sont 10 à 15% plus lourdes entre 90 et 2004 en moyenne. Ça vous donne un ordre d'idée. Pour décroître légèrement, mais c'est 0,8 par an entre 2004 et 2023. Mais le Parlement européen note que les transports, là aussi je cite, alors les transports, c'est, quand on dit transport, là, c'est voiture, camion, hein, sont le seul secteur où les émissions de gaz, finalement, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté au cours des 3 dernières décennies jusqu'en 2019 avec une hausse de 33,5% entre 90 et 2019. Donc, la réglementation européenne, qu'elle soit sur le thermique ou jusqu'à aujourd'hui avec l'électrification, n'a absolument pas permis, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, d'améliorer les problématiques environnementales. L'Europe, le parc automobile européen, c'est 250 millions de voitures particulières, c'est 38 millions en France. Hein. Là, dedans, on compte aussi les petits véhicules légers, genre fourgonnettes, hein, qui sont dedans. Environ, j'ai fait un petit calcul, c'est 6% du parc qui est remplacé chaque année. Ça veut dire à peu près 15 millions de véhicules neufs hein, par an sur le niveau européen et 3,75 millions de véhicules électriques. Alors, j'ai fait un petit calcul tout bête. Hein. Combien il faudrait de temps au rythme où on est parti là pour avoir des voitures propres et en plus, c'est pas exact mon truc parce que je compte toutes les électriques, c'est-à-dire des grosses bagnoles qui sont encore une fois moins vertueuses et chacun sait qu'il y a peu de petits véhicules électriques. Ben là, dans le calcul actuel, si on change rien, il faudrait 66 ans aujourd'hui pour remplacer l'intégralité du parc. Et même si on monte à 50% d'ici 2030, qui sont à peu près les estimations qui nous sont données, il faudrait 30 ans. Donc avec la croissance continue de l'activité de transport et notamment de marchandises, à défaut de politique de développement des transports collectifs et du fret en particulier, avec le vieillissement du parc et qu'on conjugue à l'arrivée de modèles, encore une fois, j'insiste et je me répète, toujours moins vertueux d'un point de vue écologique, ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que les objectifs climatiques sont pas prêts d'être atteints dans l'état actuel des choses. Alors, je n'ai pas pris ces chiffres-là parce ça dépend de ce qu'on prend en compte, mais ce qui est une évidence et malheureusement peu remis en cause, c'est quand même l'explosion du véhicule, enfin du transport routier. Et quand on sait, j'ai parlé des délocalisations tout à l'heure, Renault aujourd'hui fabrique en France moins de 5% de sa production mondiale. En 2004, c'était 57%. Ce qui veut dire, tout à l'heure je vais parler de la balance commerciale, ce qui veut dire que eh ben, toutes les voitures qui sont vendues en France, elles sont importées. Et elles sont importées de pays, d'une part, où il n'y a pas de centrale nucléaire, c'est loin d'être vertueux du point de vue de la fabrication, et d'autre part, pour l'essentiel, je prends la Roumanie par exemple, c'est le plus gros producteur, ou le Maroc, toutes les voitures, c'est à peu près 500 000 voitures en France, elles sont véhiculées par camion en France. Oui. Alors vous faites le calcul, 8 voitures par camion,
vous laisse calculer, et ça fait à peu près, ça fait du monde, quoi, sur la route, hein. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, les normes européennes qui s'affichaient comme vertueuses ont favorisé un modèle de croissance par le haut, hein, avec des véhicules toujours plus gros, où l'objectif environnemental, pardon, a finalement été détourné par les logiques financières de rentabilité au détriment des classes populaires et de l'efficacité écologique réelle. Or, en l'absence de politique industrielle et sociale à l'échelle européenne, la transition automobile renforce les fractures sociales et ne répond pas à des objectifs écologiques. Là aussi, je ne l'ai pas fait, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Renault en 2003 a acheté Dacia, c'était Louis Schweitzer à l'époque, quelqu'un de gauche, enfin, qui expliquait que grâce à Dacia, on allait. D'ailleurs, il nous avait vendu, lui, la CGT avait voté pour à l'époque, hein, parce qu'il nous disait cette usine-là a vocation à faire des véhicules bas coût, accessibles à la population locale et qui de fait était vertueux, enfin était plus vertueux du point de vue, et donc on y était favorable puisque ça ne s'opposait pas. Or, ça c'était avant l'intégration de la Roumanie dans l'Europe. Or, ce qui s'est passé, c'est que et alors donc du coup, oui, pardon, j'ai oublié un élément essentiel, c'est que le gouvernement de l'époque avait donc favorisé l'aide à l'achat de véhicules neufs. Ce qui fait que les Roumains, dans les premiers temps, ont acheté des véhicules fabriqués en Roumanie, Renault, Dacia. Mais très vite, quand la Roumanie a été intégrée à l'Union européenne, la Commission européenne a interdit le financement des véhicules. Résultat des courses, eh bien, on ne vendait plus les bagnoles roumaines en France. Or, aujourd'hui, le premier marché de Dacia, c'est la France. Pour donner un ordre d'idée, en Europe, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Voilà, donc ça donne à peu près un... Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'électrification, je l'ai dit tout à l'heure déjà, hein, elle n'a pas remis en cause le modèle économique, hein, qui, encore une fois, qui vise une rentabilité sans fin, mais au contraire, puisqu'elle a conduit les multinationales à utiliser cet argument d'électrification pour augmenter à la fois leurs exigences, d'une part, mais aussi augmenter leurs exigences, pardon, de fonds publics. Alors là aussi, je ne l'ai pas mis, ça aurait été trop long, mais Luca de Meo, qui était PDG de Renault et qui a été président de l'Association européenne des constructeurs, pendant les européennes, a fait une lettre ouverte d'une quarantaine de pages à peu près, où globalement, il explique à peu près tout ce que je vous raconte là. Et évidemment, lui, mais il le présente comme étant quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause, évidemment. Sauf que ce qu'il met en avant, c'est pour sauver, je le résume, hein, pour sauver l'industrie automobile européenne, ben, il faut des investissements, enfin, en tout cas des subventions publiques qui soient au moins l'équivalent de ce que la Chine investit dans son modèle économique. Le reste, on touche à rien, on continue comme avant. Et donc ça surenchérit encore une fois cette pression à l'encontre. Alors je termine aussi là-dessus. Moi qui ai eu l'occasion de rencontrer des responsables politiques locaux, dans la plupart des cas, on s'est retrouvé face à des politiques qui nous disent, bah, écoutez, nous on donne de l'argent parce que si on ne le donne pas, de toute façon, ils vont aller ailleurs. Et on ne veut pas porter la responsabilité d'être responsable. Donc, bah oui, on file le pognon, vous avez raison, c'est peut-être pas normal, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse puisqu'on n'a pas de pouvoir, c'est multinational. Et notamment Renault, qui, je le rappelle quand même, l'État a encore 15% du capital. Donc ça pose évidemment la question de... Enfin, je pense que, je l'ai dit en entrée, la situation écologique, avec toutes les problématiques qui sont posées, ça devrait normalement interroger tout le monde pour la remise en cause de tout ce que je viens d'évoquer là, c'est-à-dire produire pourquoi, en tenant compte des problématiques environnementales, et on se rend compte à l'évidence on ne solutionnera pas, pardon, les problématiques environnementales si on ne répond pas aux problématiques sociales. Moins les gens auront les moyens de s'acheter, parce qu'il faut bien qu'ils circulent, il faut bien... Et puis ça doit aussi se poser des questions, produire au service de qui, comment produire, pourquoi faire, pour quels besoins, et qui du coup devrait interroger aussi sur non pas simplement la mobilité du point de vue individuel, mais dans un cadre collectif, c'est-à-dire à la fois d'interroger, alors je ne l'ai pas développé non plus là, mais la CGT en particulier défend l'idée que le véhicule électrique, c'est pas la solution, c'est une solution à un type de déplacement, et particulièrement les petits déplacements. En France, c'est 80% les petits déplacements. Ouais. Et donc, une petite voiture électrique, et je parle d'une vraie voiture, pas d'une voiturette, hein,
d'une vraie voiture avec une technologie adéquate. Renault en a une dans les cartons qui fonctionne, qui avait été prévue à être à moins de 15 000 euros de vente, un prix de vente avec quand même 6% de marge, hein. Fabriqué à Flins, bon, qui a été enterré, hein, qui n'a pas vu le jour. Mais ce type de véhicule permettrait à une population importante, hein, c'est-à-dire que pour 80% des déplacements, on pourrait effectivement avoir une petite véhicule électrique qui quand même résoudrait une problématique. Et ce que la CGT considère, c'est que au vu de la situation actuelle, on pourrait, alors ça c'est un débat qu'on a y compris avec le Parti communiste, c'est-à-dire que de considérer que les 20% qui restent, comme on sait qu'à aujourd'hui, dans la situation actuelle, les gens n'ont pas les moyens de se racheter un véhicule. Et donc, ça serait de développer, pour les 20% restants, eh ben, de développer des carburants, alors ou des e-carburants, ou des carburants de synthèse, enfin qu'on appelle des carburants de synthèse ou des biocarburants, qui lorsqu'on fait les calculs, en tout cas fait par la CGT, permettraient de résoudre déjà dans un premier temps les problématiques environnementales. En gros, une famille avec des enfants qui travaillent tous les deux, de toute façon, c'est impossible de s'acheter des voitures neuves, hein. Et puis de proposer aussi que on pourrait imaginer des prêts à taux zéro, mais aussi on pourrait imaginer la location d'un véhicule dont le montant de la location, on a calculé que ça fonctionne, ne serait pas plus élevé du coût du véhicule thermique qu'ils ont actuellement. Vous me suivez, hein, vous me dites si je suis pas clair, hein, c'est ça l'idée, quoi. Et ça permettrait quand même de vraiment résoudre des problèmes. C'est-à-dire que la famille aurait un petit véhicule pour aller au boulot, pour faire simple. Le diesel, pour ceux qui ont encore un diesel dans le garage, il permettrait qu'ils puissent partir en vacances. Voilà, ce qui est aujourd'hui infaisable avec une voiture électrique, quoi qu'on en dise. Voilà, hein. Donc la question, je l'ai dit, ça pose la question de la finalité de ce que produit l'entreprise, qui doit décider. Donc là, ça pose la question de la démocratie qui est quand même clairement posée. Qui doit décider de la finalité des financements publics, à quelle fin, et donc qui pose la question du rôle politique, des politiques, et quelle que soit l'échelle, qu'elle soit au niveau européen, qu'elle soit au niveau national. Alors sans être bien sûr exhaustif, quelques propositions que j'évoquerai pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être demain une autre industrie automobile. Là aussi, dans le cadre d'une coopération et qui mettrait fin à la mise en concurrence telle qu'on la connaît des travailleurs. Alors bien sûr, il y a nécessité de répondre à l'urgence, hein, ça a été évoqué au débat précédent, avec un moratoire sur les plans de licenciement actuels, puisque quand on regarde les projets, enfin déjà dans l'état actuel d'aujourd'hui, hein, vous avez vu la CGT, bon, l'inventaire qu'elle fait des plans dits sociaux, mais qui sont des plans de licenciement ou de fermeture d'usines, sont considérables. Et puis, il y a tous ceux qui risquent de venir si on change rien. Donc là, il y a l'urgence. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Deux, mais ça, j'avais beaucoup évoqué pendant les élections européennes, c'est réfléchir à un projet politique qui permettrait de mettre fin au dumping social entre les travailleurs, déjà au niveau européen. Là aussi, ça a été évoqué quand même un peu, enfin pas un peu, mais beaucoup tout à l'heure, et qui évidemment nécessiterait de tirer vers le haut les conditions sociales des travailleurs. Et quand je dis tirer vers le haut, c'est bien sûr la question des salaires, des conditions de travail, et puis de mettre fin à la précarité, parce que j'ai parlé de précarité en France, mais dans les autres pays, la précarité a aussi explosé, hein, de manière assez exponentielle. Euh, et puis c'est aussi bien sûr la capacité. Alors l'idée, c'est pas de dire on va tout relocaliser en France et puis on va récupérer notre boulot. Non, c'est de réfléchir à un équilibre des productions, c'est-à-dire de dire comment chaque usine existante peut produire pour les besoins au plus près d'où elles sont. Il y a une usine en Roumanie, quand même assez logique socialement et écologiquement, qu'elle produise les véhicules, d'ailleurs comme Schweitzer l'avait dit, enfin l'avait annoncé, mais qu'elle produise pour les besoins des marchés locaux. Je vais vous donner aussi encore un exemple. Par le biais des délocalisations, le taux d'utilisation des usines, alors aujourd'hui ça doit être encore pire, hein, parce que moi je suis parti il y a 4 ans, mais le taux d'utilisation des usines françaises était en deçà des 60%. Quand les usines vers lesquelles on localise en quelque sorte les productions, la Turquie, que j'ai en mémoire, c'est 130%. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on fait bosser les gens du lundi au dimanche de manière non-stop. Et comme chacun connaît la liberté en Turquie pour refuser d'aller travailler le dimanche, ça en dit long sur les conditions sociales. Donc là, l'idée, c'est comment on répartit les volumes de production entre sites existants
Et les calculs qu'on avait faits, ben, ça permettait d'avoir des usines qui tournent à peu près à 100% de leur capacité et qui répondent du coup à la fois aux questions sociales et qui répondent du coup à la fois aux questions écologiques et qui donnent aux travailleurs roumains ben, les moyens lui aussi de se payer une petite bagnole électrique pour aller au boulot, etc., etc. Et comme je l'ai dit, c'est bien évidemment la question des droits syndicaux qui est quand même posée, que j'ai évoquée au début, sachant qu'ils sont quand même quasi inexistants dans la plupart dans la plupart des pays que je connais un peu pour y avoir été assez souvent et échanger avec des camarades qui n'ont quasiment aucun droit, enfin pour dire les choses, en réalité. La Turquie est dans le pire. Quand des gens se mobilisent avant que je parte, il y a une grève hyper importante, hein, historique d'ailleurs. La Turquie, enfin, Renault a même été condamné pour ne pas avoir respecté les règles de l'OIT, etc. Mais ça les a pas gênés. Ils ont licencié 600 personnes du jour au lendemain. Dehors, off. Je parle pas des violences, enfin, etc., etc. Et donc l'idée, c'est de substituer la coopération et et la complémentarité à la mise en concurrence. Donc c'est remettre en cause, mais là je ne développe pas, hein, les traités de libre-échange, etc. C'est de réfléchir à ce qui serait en susceptible pour aller vers un co-développement de l'emploi et des biens communs, et qui mettent la question de la qualité. Quand je dis la qualité, c'est au sens de la qualité du produit en tant que tel, mais sa qualité aussi en termes d'usure, de sa qualité en termes de réponse aux enjeux écologiques. C'est la responsabilité des donneurs d'ordre qui aujourd'hui n'existe pas. Une boîte, elle ferme. Alors, c'est d'ailleurs été la stratégie des constructeurs français, hein. Quand ils ont externalisé, d'ailleurs, dans les années 90, ils nous montraient, ils avaient fait un poisson avec les arêtes du poisson, là. Puis il nous disait, ben voilà, c'est ça l'externalisation. Le poisson, il est entier, et puis au fil de l'eau, on va enlever les... Et du coup, ça veut dire qu'on externalise l'activité, et en même temps, ils ont externalisé leur responsabilité sociale. Ils l'ont fait d'abord en France, et ensuite, ils le font, y compris aujourd'hui, ils ferment l'usine du jour au lendemain, sans être embêtés le moins du monde. Alors bien sûr, c'est la condition des aides publiques, enfin, conditionner les aides publiques, je développe pas. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, hein, je ne vais pas être plus long, c'est évidemment comment on repense la question du financement, notamment sur les nouvelles technologies, mais aussi sur la formation. Ce qu'on sait moins, c'est que relocaliser, c'est une nécessité, mais ça veut dire aussi parler de la question de la formation. Aujourd'hui, en France, le patronat a décapité quasiment toutes les écoles qui formaient des fondeurs. Ils ont décapité, car un métier que dans mon usine, on a des presses. Ça va vous parler. Faire former un outilleur, c'est un métier hyper particulier qui s'improvise pas. Pour être outilleur, ça demande quelques années au-delà de l'école, de mise en pratique, hein. Les entreprises ont commencé par liquider leurs propres écoles de formation, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, eh bien, dans une usine comme la mienne, ils vont chercher des Chinois pour installer des outils qu'on leur achète par ailleurs. Enfin, voilà, c'est la réalité. Donc, ça veut dire aussi réfléchir à un financement, on en a parlé tout à l'heure, hein, public, au niveau de l'école, etc. Et tout d'ailleurs le lien avec le service public. Je pense que ça fait partie de ça. Bon, c'est au niveau des centres de recherche, là aussi, alors là, je vais pas développer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans une entreprise actuellement, vous avez des chercheurs qui trouvent plein de choses assez merveilleuses, mais qui ne sont jamais industrialisées. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle, c'est qu'il faut d'abord démontrer un taux de rentabilité à deux chiffres. Dès lors, vous ne montrez pas un taux de rentabilité à deux chiffres, de toute façon, et qu'est-ce qui se passe? C'est ça, tout à l'heure, quand je parlais de problématiques d'innovation, eh bien, on prend ce qu'on a sur étagère. Ça s'appelle comme ça dans le jargon d'ingénieur. Ben, on va pas dépenser de l'argent pour essayer d'imaginer autre chose qui serait mieux, à différents points de vue. On reprend la même chose avec, encore une fois, à chaque fois. Alors, il y a des aides à l'achat des véhicules électriques, des plus petits véhicules électriques. Je pense que ça, c'est discutable. Enfin, pour moi, je pense que bien sûr qu'il le faut, mais je considère quand même que c'est discutable dès lors où on n'a pas réglé la problématique centrale, c'est-à-dire d'obliger les constructeurs à revenir à des niveaux de marge acceptables. Parce que c'est trop facile de continuer. D'un côté, on augmenterait les fonds publics pour, euh, euh, pour les entreprises. Alors, ils touchent deux fois, hein. Je vais prendre un exemple. Renault, sa petite voiture chinoise, là, c'est une voiture qui a été développée par l'ingénierie indienne.
Comme le véhicule ne se vendait pas en Chine, ils l'ont fait fabriquer, pardon, en Inde. Ils ont décidé de le faire fabriquer en Chine. Ils se sont aperçus qu'ils ne le vendaient pas. Ce véhicule-là est réimporté en France. Ça veut dire que les gens qui achètent ces voitures-là, ben, par le biais des fonds publics, Renault a déjà touché des fonds publics qui lui a permis de délocaliser en Inde pour le développement du véhicule. Et là, on donne de l'argent public pour acheter le véhicule qui est intégralement fabriqué en Chine. Enfin, c'est quand même un non-sens et je pense que ça mériterait d'aller un peu plus loin seulement de parler d'aide à l'achat des véhicules. Donc, pour conclure, parce que je suis déjà trop long, on peut voir ici donc que l'électrification des véhicules n'est pas en soi une réponse technologique à la crise climatique, parce que derrière l'apparence qui, soi-disant, serait le meilleur du monde, pose toutes les problématiques que j'ai évoquées, hein. Elles sont industrielles, elles sont sociales, elles sont géopolitiques. La question donc n'est pas seulement celle de la propulsion électrique, mais de la restructuration complète du modèle productif automobile et des conditions sociales qui s'y rattachent. Certes, le petit véhicule électrique possède des vertus, petits véhicules électriques environnementales, qui sont réelles, à condition bien sûr de les replacer dans un cadre global et systémique. C'est évidemment l'absence d'émissions locales de CO2 et de polluants, bien sûr, pour les petits véhicules électriques, dans les zones urbaines notamment, qui représentent un gain, bien sûr, le développement, c'est pas nécessaire, mais c'est surtout vrai dans les grandes agglomérations. Sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule, un véhicule électrique peut avoir une empreinte carbone inférieure à celle d'un véhicule thermique, mais à condition, un, que la taille soit raisonnable, et d'autre, que le pays qui la fabrique utilise de l'énergie propre. Si on prend l'Allemagne, qui rouvre des mines à charbon, ouais, le résultat de l'empreinte carbone est loin d'être celui qu'on veut bien nous vanter. Donc l'électrification, ça ouvre la voie à une simplification mécanique, hein, bien sûr, moins de pièces mobiles, moins d'entretien, moins de dépendance du pétrole, ce qui peut à terme peut réduire les coûts d'usage pour les usagers. Mais ces vertus ne doivent pas masquer les zones grises aussi, notamment l'extraction massive de matériaux, pression sur les ressources, externalités géopolitiques. Là, je ne développe pas non plus, encore une fois, avec inégalité d'accès. Et donc, l'électrique, c'est une solution partielle, c'est pas un remède universel, et il faut donc penser son déploiement dans une logique de sobriété, de transport collectif, c'est-à-dire de politique, et qui touche, à mon sens, aussi à la question de l'aménagement du territoire, et donc de justice sociale, plutôt que de simple substitution du thermique par l'électrique. Merci, Daniel. Euh, je précise pour ceux qui étaient pas arrivés au début que son propos vient en complément d'un numéro qui sortira à la fin de l'été de la revue de La Pensée, dans lequel le numéro, il y aura plusieurs articles sur l'industrie, à la fois sur la téléphonie et l'espace avec Flavien Montec-Jaté qui a communiqué hier, et à la fois avec Théban Evrard sur justement les voitures électriques et est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des remarques? On a un bon quart d'heure, hein. On a plus que ça même, on a 25 minutes. Vas-y. Moi, j'habite dans un bassin industriel à côté de Sochaux, là. Donc, un bassin industriel qui est très très dépendant de la filière automobile, Stellantis. Voilà, donc je veux dire qu'effectivement, on sent bien qu'on est à l'aube d'une disparition très importante de l'emploi, ça a déjà commencé, mais on sent qu'on est à l'aube, surtout sur l'industrie cette filière. Donc, le discours, si on nous sert, c'est que effectivement, l'électrification est responsable de la disparition de l'emploi parce que la voiture électrique nécessite moins de capacité, moins de travail humain et donc moins d'emploi. Et aujourd'hui, on nous explique que on va peut-être pouvoir préserver notre tissu industriel grâce à l'économie de l'hiver. La région s'engage sur des financements visant à aider notamment la sous-traitance automobile à se reconvertir vers les marchés de la défense. Vous pouvez poser la question, est-ce que ça semble crédible sur le plan déjà industriel?
ou est-ce que c'est un espèce de virage? Euh, voilà, et moi, en fait, oui, c'est ça la question. Est-ce que ça a l'air d'être crédible? Mais dans tous les cas, de toute façon, c'est extrêmement problématique parce que l'économie de guerre elle est présentée maintenant comme le nouveau débouché pour notre région et pour le bassin industriel. Et puis, dernière question, tu n'as pas du tout évoqué l'hydrogène, les mobilités à l'hydrogène. Donc, pareil, là, chez nous, il y a eu énormément de subventions publiques destinées à aider à l'émergence de cette filière industrielle de l'hydrogène, notamment des réservoirs. On a installé une usine toute neuve près de Sochaux, euh, une usine de Forvia pour développer du réservoir à hydrogène pour des petits utilitaires. Et les débouchés ne sont pas du tout là. Il y a eu aussi des tentatives d'installation de gigafactories pour des électrolyseurs et le gouvernement a misé simultanément sur plusieurs technologies en attendant que la plus rentable, la plus efficace sur le plan des critères de marché, des critères de rentabilité, comment dire, gagne sur les autres. Et donc on voit déjà aujourd'hui des restructurations, voire risque de fermeture du site qui a été inauguré il y a 1 an, 2 ans. Voilà, donc quid de l'hydrogène dans tout ça. Alors sur la question de l'électrique, notamment le lien entre perte d'emploi et électrique. Quand même, les premières voitures électriques, enfin, la décision au niveau de l'Europe d'électrifier les véhicules d'ici 2035, elle date pas d'il y a 25 ans. Hein. C'est très récent. Or, les pertes d'emploi dans l'industrie automobile particulièrement, qui sont massacrantes, c'est quasiment plus de 50% de pertes d'emploi dans l'industrie automobile, rien à voir avec l'électrique. Toutes les fonderies qui ont fermé, par exemple, et qui travaillaient pour Renault, fabriquaient pour les véhicules Renault des pièces. C'est vrai pour la fonderie de Bretagne, c'est vrai pour Châteauroux, c'est vrai pour toutes ces fonderies-là. Elles ne fabriquaient que des pièces mécaniques et qui sont des roues, qui sont des freins. Or, véhicule électrique, il faut des freins, il faut des roues. Mais tout a été externalisé, particulièrement en Turquie et en Espagne. D'autant que ces deux fonderies-là, celles que j'ai en tête pour les dernières, elles fabriquaient aussi des boîtiers aluminium pour l'électrique et qui ont aussi été délocalisées en Espagne en particulier. La part, moi je disais là, le rapport, j'ai perdu le nom parce que je connaissais pas du tout. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques semaines là, et qui fait l'inventaire de où en est l'industrie automobile, alors qui est pas inintéressant dans le sens où il y a des données que moi j'avais pas, par exemple, parce qu'ils prennent en compte ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la chimie, etc., etc. Mais eux, la conclusion qu'ils font, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de la perte des emplois, c'est externalisation ailleurs, c'est délocalisation, c'est baisse du marché qui résulte de l'absence de pouvoir d'achat, l'électrique étant le dernier point. Et moi, je serais assez curieux qu'on vienne nous expliquer dans le détail, parce que bien sûr, pour faire une voiture, pour faire un moteur, pardon, thermique, il faut beaucoup plus de monde que pour faire un moteur électrique. Ceci étant, sur une voiture électrique, il faut beaucoup plus de câblage. Le câblage, on le fait où? On le fait en Tunisie, on le fait au Maroc. Pour Renault depuis des années. On avait une usine à Dreux qui a été liquidée, qui était une usine spécifique pour le câblage. Par exemple, sur les temps de montage, sur une chaîne de montage, l'électrique est a priori pas plus économe en emploi, parce qu'un moteur électrique, il est plus petit, certes, mais il y a beaucoup plus d'électronique et de câblage à monter sur un véhicule. Donc, c'est pas dans le montage, c'est plutôt pour les usines de mécanique qui font des moteurs. Après, question, qui fait les moteurs électriques? Qui font des batteries? Mais si on fait que les batteries par élément, et comme tu le dis, le problème, c'est qu'il n'y a pas de stratégie politique industrielle qu'on revendique, c'est-à-dire de dire à l'échelle européenne, on aurait pu penser, puisqu'on importe quasiment 80% des batteries, et c'est les Chinois, c'est les métaux rares transformés, les Chinois, de mémoire, c'est 95%. Donc la question, puisqu'on on les a laissés faire, ça coûtait pas cher, tant que c'était... Aujourd'hui, c'est eux qu'on a mise là-dessus. Ben, comment nous, on développe notre propre industrie, mais pas simplement pour le montage. Comment on développe le montage enfin, on fabrique des batteries dans son intégralité. Comment on développe la recherche sur les batteries notamment, parce que maintenant, il y a beaucoup de technologies différentes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a ce qu'on appelle des batteries
semi-solides et solides qui sont d'un rendement meilleur, mais qui ont un avantage, c'est que elles n'utilisent pas de métaux rares. Nous, on en est où? Comment on les fabrique ces batteries? Quelle recherche, quel investissement? Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles on pourrait aller et compenser. Mais là, encore une fois, ça nécessite une vision globale de la situation et une vraie stratégie. De dire, est-ce que, je reviens au débat de tout à l'heure, est-ce qu'il serait logique que les voitures que l'on vend en France, on les fabrique en France au moins à 80% et qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur? L'hydrogène, alors l'hydrogène, moi je suis pas un technicien, mais ce que je sais, et depuis très longtemps, voilà, je dis ce que je sais par les ingénieurs de ma boîte, hein, qui eux me donnaient ces informations-là. En fait, l'hydrogène, c'est une vraie problématique technologique, hein. En gros, alors j'espère que je raconte pas trop de conneries, c'est que ça explose un peu l'hydrogène, donc il y a le problème du volume, enfin du réservoir, hein, et puis il y a le problème de la fabrication de l'hydrogène. De mémoire, pour faire de l'hydrogène avec du pétrole, c'était 1 litre de pétrole pour 1 litre d'hydrogène. Donc je veux dire que le résultat est nul, quoi. Et aujourd'hui, on ne maîtrise pas entre les problématiques technologiques et les problèmes de coût pour un hydrogène vert. Aujourd'hui, c'est absolument pas fiable. Ça le serait, mais je ne sais pas trop, c'est ce que j'en ai vu récemment, pour des véhicules beaucoup plus gros. Alors ça fonctionne déjà quand même, hein, mais pour des véhicules, par exemple, ce qu'on appelle les derniers kilomètres, c'est-à-dire des voitures genre La Poste, il y a je sais qu'il y a des Bastet Renault, par exemple, qui tournent à l'hydrogène, mais parce que comme on ne peut pas mettre des gros réservoirs, ça veut dire que tu es obligé de faire le plein, tu fais très peu de kilomètres. Donc ça peut marcher encore une fois pour un type de déplacement, mais pas pour un déplacement plus important. Alors tout ça, ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Moi, c'est pour ça que je dis on ne peut pas mettre une croix, quand je parlais du mix énergétique, dire aujourd'hui on abandonne la recherche sur le moteur thermique, c'est un non-sens. C'est un non-sens parce que le thermique, si on arrivait à avoir un thermique, alors je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a Toyota qui dit qu'on travaillait sur un moteur thermique à l'ammoniac, qui a priori serait pas nouveau, mais qui aurait alors là des vertus écologiques et qui permettrait de continuer à faire tourner des moteurs thermiques. Moteur thermique, il est beaucoup plus vertueux, je parle en termes de kilomètres, hein, pour répondre à des besoins, notamment des transports. Donc, il faut rien s'interdire. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de l'hybridation, par exemple, c'est un bon compromis, l'hybridation. Et l'hybridation, ça veut dire un moteur thermique et ça veut dire un moteur électrique. Donc, du coup, il y a plus de boulot sur une voiture, celle-là, qu'une voiture seulement thermique. Je sais pas si tu réponds à ta question, mais toi, là l'électrique, c'est l'argument massu patronal qui dit à cause de l'électrique. Bah non, toutes les liquidations qui ont été aujourd'hui, que l'on a connues, elles sont absolument pas liées à l'électrique, elles sont liées à une stratégie de délocalisation, de mise en concurrence. Enfin, je répète pas ce que j'ai dit, mais c'est ça la réalité, hein. C'est absolument pas le. Voilà. Le tableau sur les mers. Ah oui, alors ça c'est hyper, enfin c'est assez fou parce que d'ailleurs pour la petite histoire, ils ont annoncé la fermeture de Valeo. On a une usine Valeo, enfin on avait parce que ça y est, elle est fermée. Et ça, c'est l'extrême droite qui a été distribué un tract dans toute la ville en disant il faut transformer l'industrie automobile en armement parce que ça serait l'avenir. Et on a aussi on a aussi l'affaire avec la fonderie de Bretagne. Là aussi. Une que je connais particulièrement bien, ultra moderne, hein. La ligne de fusion, elle est neuve. Elle est neuve. Ils n'ont jamais connu une ligne aussi opérationnelle. Et on attend. Donc là, c'est pas un truc qui est pourri, hein, c'est un truc qui a eu des investissements hyper importants. Et eux font ce que des porte-fusées, entre autres, hein, c'est ce qu'on met sur des voitures, rien à voir avec l'électrique, puisque une voiture, même électrique, il faut bien qu'il y ait des roues. Et pour freiner, encore aujourd'hui, on met aussi des disques de frein. Et donc, avec des disques de frein, il faut un rapport, rien à voir avec l'électrique. Sauf que tout ce que va faire la fonderie, tout ce que faisait et fait encore la fonderie de Bretagne, aujourd'hui, c'est fait en Turquie, ça sera fait en Espagne. Et on leur dit, votre avenir, c'est de faire des obus. Non mais, voilà, enfin, je pense que, bon, après, je développe pas parce que ça mériterait quand même. Donc, parce que la finalité, alors le développement, ça serait la guerre. En fait, on pourrait, ça serait où on va sur le champ de bataille pour mourir, ou on va mourir dans les entreprises à faire de l'armement, quoi. Enfin,
S'il n'y a pas le temps qu'une autre question émerge, du coup, je vais rebondir puisque je dirais que la revue, j'ai lu l'article de notre collègue Esteban Evra en avant-première. Je livre un argument et du coup, je t'interroge dessus. Il explique que Tesla, mais aussi les industriels chinois, amorcent une rupture par rapport au toyotisme, qui était d'éclater l'entreprise en sous-traitance, qui était parfois des gens très dépendants du donneur d'ordre, hein, mais qu'il y a un mouvement de reconcentration de la chaîne de valeur. Parfois, chez certains industriels chinois, c'est les fabricants de batteries qui se disent, ben, tant qu'à faire, hein, je vais fabriquer tout le reste de la bagnole. Voilà. Parce que c'est le gros morceau, la batterie, il n'y a plus qu'à compléter, hein, avec plein de guillemets, ce que je dis. Mais du coup, est-ce que c'est une reconcentration qui va nous faire revenir au grand pôle qu'on a connu avec Klein, avec Le Mans, etc. Ou c'est une autre chose qui se prépare et qui n'est pas le retour à l'identique, je penche pour la deuxième version, mais alors du coup, quoi exactement? Ah ben non, enfin pour l'instant, si je prends ce que je connais le mieux, Renault, hein. Renault, c'est non, non, c'est la poursuite de ce qu'on connaît depuis 30 ans. C'est même l'amplification, puisque Renault a explosé, direction générale de Renault a explosé l'ingénierie déjà en 3 filiales, alors qu'avant on avait un pôle d'ingénierie, aujourd'hui il est divisé en 3, dans lequel tu retrouves aussi 3 usines, 2 usines, pardon, Douai et Maubeuge, Ouais. qui sont enfin, particulièrement Douai, qui était quand même la plus grosse usine de Renault, qui aujourd'hui n'est plus dans Renault, qui est dans la filiale Ampère. Donc en fait, non seulement tu n'es pas du tout dans un ressouder la chaîne de valeur. Renault a continué pour l'instant, a continué d'exploser ses activités en les mettant encore une fois en concurrence. Mais là, il y a comment dire, de toute façon, on arrive à un moment Mais donné. c'est pas ce qu'a fait Tesla et c'est Oui, pas oui, ce que font les Chinois. ah, je suis d'accord, mais Ouais. c'est pas, à ma connaissance, y compris Stellantis, continue à D'accord. externaliser comme ils le font depuis le départ, hein. D'accord. Nous, on pense qu'il faudrait, au contraire, revenir sur, reconsidérer toute la chaîne de valeur et qu'elle soit, au contraire, dans un groupe, qu'elle soit tout à fait. En plus, Ce qui conduirait à ne pas laisser tomber les salariés des usines de sous-traitance, à les intégrer autrement, mais etc. bien sûr, je vais vous donner un exemple en termes de coût. C'est pour ça que, y compris avec Fred autrefois, je pense qu'il faut quand même mesurer que l'obsession patronale française, c'est le pouvoir absolu. Ouais. Le pouvoir absolu avec ses travailleurs, mais le pouvoir absolu avec les équipementiers de rang 1, de rang 2, rang 3. La logique, c'est de dire, il faut pour un, mais 3 fournisseurs. Et on fait comme pour les travailleurs, on les met en concurrence systématiquement, qui eux-mêmes mettent en concurrence leur. Sauf qu'il arrive à un moment donné, ça devient du n'importe quoi. Je vais vous donner un seul exemple. Euh, Compris de paupérisation d'ailleurs des métiers de l'ingénierie. Un ingénieur avant, 20 ans, on lui demandait de développer une culasse de moteur thermique, par exemple. Il la développait, enfin, il dessinait, il faisait son truc. Il y avait les moyens dans son propre établissement pour tester ce qu'il avait imaginé. Enfin, je fais ça vite, hein, d'un point de vue technique. Bon. Trop de mémoire, en 3 mois, il était capable, voire 6 mois, de développer une culasse, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut industrialiser. Donc terminé, on va faire ça en Inde. Qu'est-ce que fait l'ingénieur aujourd'hui? Il fait d'abord un cahier des charges sur ce qu'on souhaite faire, qui ensuite va être pris par des ingénieurs en Inde, qui eux vont faire ce qu'ils vont pouvoir, qui vont renvoyer le truc en France, où lui, il va contrôler que la culasse réponde au cahier des charges, ce qui est dans 80% des cas jamais le cas. Donc du coup, il est obligé de refaire. C'est ça la réalité. Et d'un truc qui coûtait, je dis n'importe quoi, hein, c'est pour me faire comprendre, sur une basse 100 qui coûtait 100, ça en coûte 250. Mais la logique à laquelle on est confronté depuis 20 ans, c'est qu'en interne de l'entreprise, j'ai baissé mon coût d'ingénierie de 20%. Parce que ça rentre plus dans le coût de l'ingénierie, ça rentre dans le coût des achats extérieurs. Idem avec les intérimaires. Un intérimaire, il n'est pas dans la masse salariale. Il est considéré comme achat extérieur. Donc c'est ça la logique qu'on a. Et alors, en plus, s'ajoute à ça, je termine parce que j'ai d'autres débats après, c'est que s'ajoute à ça le fait que... merde, du coup, ça m'a coupé la chic. L'ingénierie est coupée en trois. Ouais, ça s'ajoute à ça le. Non, mais je sais plus, je sais plus ce que je voulais dire. Un truc, enfin bon, bref, c'est dans la même logique, hein. Euh, ouais, par exemple, le cas, on va toujours prendre un moteur. Avant, vous aviez une équipe, donc de gens du métier, hein. Oui, c'est ça. S'ajoute à ça le fait que les managers, ils sont là pendant 2 ans, et puis après, ils se Ah cassent. oui. Alors, lui, il arrive, il dit, j'ai un objectif, c'est moins 20%.
Il arrive à la fin, je dis, ouais, j'ai liquidé 5 ingénieurs, toc, moi j'ai fait moins 20%. Au revoir, je touche mon chèque, j'ai atteint mon objectif. Débrouillez-vous avec ce qui suit. Et puis après, donc c'est ce qu'ils ont appelé l'organisation en silo. Le problème, alors je reprends le cas de ça. Vous avez une équipe de chercheurs qui sont mathématiciens, enfin, rien, et puis on leur dit, vous faites un moteur. Alors le principe dans l'automobile, c'est ce qu'on appelait ça des moteurs évolutifs. C'est-à-dire quand on fait un moteur, la base moteur, en fait le moteur il va durer au moins 20 ans. Mais on va l'améliorer au fil du temps. Là, et chacun travaillant en collaboration. Celui qui fait les culasses, celui qui fait, etc. Pas terminé. On dit, toi, c'est pas ton problème. Toi, on te dit, tu fais une culasse qui doit coûter 20% moins cher. Je suis pas obsédé par les 20%, mais c'était quand même ces chiffres-là qui étaient annoncés. 20% moins cher. D'accord. Tu t'en fous. Ouais, mais si ça va pas dans la voiture, c'est pas ton problème. Ton objectif, c'est moins 20%. Démerde-toi. Donc, il fait moins 20%. On met la culasse dans le truc. Bon, le problème, c'est que ça marche pas bien. Tant pis. Moi, j'ai fait mon boulot. On m'a dit moins 20%. Et là, on arrive à ce qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, vous avez vu avec les airbags. Enfin, personne n'en parle, mais la non-qualité, c'est des milliards. C'est des milliards. Alors, je parle de celles qu'on est capable de mesurer dans les coûts de garantie, mais personne ne parle de ce qu'on fout à la poubelle. C'est des 20%, 30% de pièces qu'on jette pour ces raisons-là, parce qu'on a explosé les collectifs de travail, parce qu'on a mis en jeu les concurrences, et que la qualité, c'est pas la qualité du produit, c'est la qualité du marché. Et qu'on a défait les liens de coopération. Complètement. Merci. Donc, vous retrouverez la vidéo pour si vous voulez la faire circuler sur le site de la Fondation Gabriel Péry. Et n'oubliez pas de vous procurer l'excellente revue La Pensée dans laquelle vous trouverez des suites à la réflexion.